Bonjour, donc Sébastien Vernis. Je viens avec une double carte aujourd'hui à ce colloque de Tela Botanica. D'un côté, l'association CLAM, qui est le club languedocien d'aquariophilie marine, donc qui est situé à Montpellier aujourd'hui. Et puis la double carte, c'est l'association Peau Bleue, qui est donc au Cap d'Agde et qui travaille sur des projets encore différents. Donc là, Peau Bleue, c'est plutôt la mer, quoi, on va dire, la mer Méditerranée ou tropicale. Donc peut-être pour commencer sur le CLAM, donc moi je suis issu d'une formation de sociologie dans le sport, donc vraiment je suis loin de mes goûts d'étudiant en tout cas. Maintenant, il y a des choses qui sont très transversales et c'est vrai que la sociologie est quelque part l'étude des animaux en biodiversité, et même si on ne parle pas des humains, il y a des choses qu'on arrive à transposer très bien. Donc le projet que je défends avec le CLAM, c'est un suivi en fait des coraux qui sont cultivés et reproduits en captivité dans les aquariums et souvent des particuliers. Et l'idée, c'est d'arriver à savoir ce qu'on est capable de reproduire ou pas dans des aquariums de particuliers, voire d'aquariums publics. En France, évidemment, mais on est des petits en France. Le marché, il est européen un peu, mais très américain. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de créer une base de données sur ce qui est fait, ce qu'on sait faire. Et demain, l'idée c'est peut-être, qui sait, entre réchauffement climatique, acidification des océans, montée des niveaux des océans, etc. Donc les coraux sont vraiment a priori en danger. En termes de biodiversité, on n'a pas trop de visibilité. On pense que certains vont s'adapter, d'autres moins bien. Donc il y a des chances que ça évolue. Pas forcément à la hausse. Donc à court terme, si on a une modification substantielle du climat, on aura peut-être de moins en moins de coraux sur la planète. Et je me dis, peut-être que demain, on doit avoir une responsabilité collective en tant qu'aquariophile. Ceux qui sont capables d'accueillir des coraux dans leurs aquariums et de les reproduire, peut-être que demain, ils seront les seuls garants de cette biodiversité, ils seront les seuls à avoir des coraux, alors qu'en mer, ils sont tous exterminés, quoi. Bon, c'est un peu triste et désagréable comme visier, mais à terme, si ça doit arriver un jour, je me dis peut-être qu'on pourra faire des réintroductions ou avoir garder une trace ADN de tous ces animaux, si un jour, peut-être, un Jurassic Park des coraux, ce genre de visée, quoi. D'accord. Donc ce serait en fait on pourrait dire c'est une sorte d'arche de Noé vis-à-vis du corail, où on essaie de conserver des espèces qui seront plus tard, qui seraient plus tard réintroduites. Donc ce serait plutôt une bouée de sauvetage dans le cas d'un avenir pessimiste finalement. Pessimiste, oui et non. Alors disons préservation des coraux. Oui, si demain on n'a plus de coraux sur la planète, ça n'arrivera pas, mais en tout cas pas trop vite, j'espère. Mais s'il y a des variations qui sont brutales de température, de niveau des océans, d'acidification, de salinité aussi, oui, il y a sûrement un paquet d'espèces qui vont disparaître à jamais, et à l'échelle humaine, c'est très rapide, quoi. Donc oui, dans ce sens-là, Arche de Noé, oui, c'est un peu un bel objectif, quoi, quelque part. Un peu rêveur peut-être, mais cette idée-là. Et vous avez combien de participants dans ce projet? Ils viennent d'où? Vous pourriez les décrire un peu si vous avez des informations sur eux? Donc c'est un projet qui est né il y a déjà 2 années. Donc en tout cas, ses prémices sont nées il y a 2 années pour évaluer sa pertinence et la possibilité de le mettre en œuvre réellement. Il sera vraisemblablement hyper actif à partir du début de l'année prochaine, donc avec une mise en ligne à partir des outils. Donc le colloque Tela Botanica pour ça vient de nous amener plein d'éléments, donc c'est vraiment une très bonne chose sur les outils qui sont disponibles et qui vont permettre d'agrémenter, de récupérer les données de tous les aquariophiles qui sont concernés. Donc l'air de rien, il y en a beaucoup. On a l'impression que c'est peut-être assez anodin, mais reproduire des coraux en captivité, c'est pas insurmontable. Pour peu qu'on ait quelques bases et éventuellement un club pas loin pour apprendre les bases, les notions élémentaires, avec un peu de sérieux, on arrive à faire un aquarium d'eau de mer ou comme un aquarium d'eau douce, quoi. C'est juste une histoire d'assiduité, on va dire, plus que de difficulté. Donc après, donc c'est accessible pour tout le monde ou presque si on est un peu sérieux.
Et puis reproduire des coraux, finalement, ça se fait un peu tout seul. Alors, je précise quand même, on ne parle pas de reproduction sexuée, parce que là, il y a vraiment encore du travail à faire. Il y a des chercheurs qui sont dessus. Mais nous, le plus gros des observations qui ont été faites et qui seront faites très vraisemblablement, en tout cas à court terme, ce sont des reproductions par bouturage. Donc, où en fait, on fragmente un pied-mère qui vient du milieu naturel, malheureusement, mais vu la quantité qui sont prélevées, il faut agir vite parce que les quotas sont toujours existants, plus ou moins, et on continue d'importer des animaux qui sont voués peut-être à mourir demain. Donc on prend un morceau de pied-mère, un fragmente, et on le cicatrise et on le fait, on le fait repartir sur un autre support, et il va redevenir une colonie mère, donc cette fois en captivité, quoi. Donc selon les définitions, tous les scientifiques sont pas forcément d'accord, mais bon, en gros, on a vraiment de la reproduction en captivité à partir de la 2e ou de la 3e génération de reproduction à partir de fragmentation. L'endroit, donc pour répondre à votre question de manière précise, l'endroit le plus adapté aujourd'hui pour récupérer de l'information, c'est ce qu'on appelle les bourses d'échange. Donc dans toute la France, vous avez des clubs d'aquariophilie, marine ou d'eau douce ou mixte, qui organisent donc des réunions où les aquariophiles viennent avec leur production maison. Donc c'est parfaitement amateur. Bon, il y a quelques professionnels qui essayent s'immiscer parfois dans cette activité, mais donc ce sont des amateurs qui sont capables de faire des reproductions en captivité et qui viennent partager leurs espèces, donc en les vendant à des prix qui sont souvent assez modiques. Et donc en fait ils vont distribuer très largement un animal qui est susceptible d'être entre guillemets facilement reproduit en captivité. Donc aujourd'hui le CLAM c'est une vingtaine de membres qui ont déjà une activité assez élevée à ce niveau-là. Et surtout, c'est un club qui a une communication dans toute la France et qui a des actions qui sont nationales. Et c'est une poignée, on n'est vraiment pas nombreux. Et pourtant, tous les 2 ans ou tous les ans, on arrive à organiser des événements qui attirent un très très grand nombre de personnes. Et pour donner un exemple très, très simple, il y a 2 ans, donc en 2008, on a organisé une bourse de coraux uniquement. C'était une des premières en France où il n'y avait que des animaux d'eau de mer. La plupart du temps, il y a beaucoup d'eau douce et un petit peu d'eau de mer. Donc là, pour nous, la tendance était totalement inverse puisqu'on fait que de l'eau de mer. Et on avait près d'1 millier de coraux à l'échange. Donc une diversité qui est pas d'1 millier puisque c'était 1000 pieds en tout. Mais s'il y a 4 ou 5 de chaque, vous voyez, ça fait quand même une diversité qui est très importante. Et donc depuis 2 ans, on s'est dit il faut recueillir ces données parce que elle est là, à portée de main. Donc surtout à partir de photos. Donc les gens qui viennent, on avait une vingtaine d'exposants. Hein, donc les gens qui viennent avec leurs coraux, on sait ce qu'ils ont, combien ils en ont, etc. Et on estime très vite que sur l'échelle de la France, on peut avoir 200, 300 identification d'espèces dans l'année de manière assez vraisemblable, quoi. C'est quelque chose de réalisable, sous peine que l'outil soit, merci Tela Botanica, encore une fois, accessible et opérationnel. Et puis en termes de retour, qu'il y ait une interactivité réelle et que les gens s'intéressent par les d'éco-citoyenneté. On est en train d'aborder ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'aquariophile qui partage son expérience retire de cette mise en collectivité, quoi. Donc, pour le colloque, en fait, vous êtes quand même venu chercher, j'allais dire, des outils, des techniques de partage, de retour, comme ce qui a été dit dans l'atelier auquel on a assisté. Donc, c'est plutôt un échange de savoir-faire qui pourrait être bénéfique, par exemple, aux sciences citoyennes. Enfin, au moins dans votre cas, j'imagine, un échange de savoir-faire, que ce soit aussi bien matériel, j'imagine, ou technique. Mais la première chose déjà qui faisait très plaisir, c'est de se dire je ne suis pas seul. J'ai fréquenté pas mal de milieux du coup scientifiques différents, sciences humaines. Aujourd'hui, je suis plutôt dans les sciences biologiques. C'est vrai que on se sent pas forcément seul. On trouve des publications, il y a des choses, etc. Sur les sciences citoyennes, c'est difficile de centraliser de l'information, donc on se sent seul quand on arrive à ce colloque de Tela Botanica. On respire, on se dit ils ont les mêmes problèmes que nous ici, là, et j'apprécie la démarche de Tela Botanica dans ce sens-là, c'est que on touche à tout
Pas que de la botanique, loin de là. La preuve, c'est que j'y suis. Donc c'est vraiment hyper riche et ça fait très plaisir. Donc moi, ce que j'étais venu chercher, c'était plus essayer de faire parler de mon projet, voir un peu comment ça peut fonctionner. Et en fait, je m'aperçois que tout le monde est dans cette bulle, donc il n'y a plus besoin de parler de son projet perso pour le faire connaître. Chacun a son projet perso et finalement, ça se met en commun tout seul. Et finalement, on est tout de suite sur la problématique de comment on va faire, qui ça va intéresser, quels outils on utilise pour récolter les données, comment on fait plaisir en aller-retour aux gens qui nous donnent de l'info, comment on leur ramène de l'information en retour. Donc non, c'est génial. Voilà. Donc en fait, vous voyez le colloque comme un espace de réponse, enfin, ou de début de réponse à des questions communes sur la science citoyenne quelque part. Enfin, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on va essayer d'y trouver, j'imagine. D'ailleurs, justement, ça m'amène à poser la question pour vous, la science citoyenne. Bah déjà, qu'est-ce que vous y voyez, qu'est-ce que ça veut dire, et quelle part, justement, c'est une question que je poserai sûrement à beaucoup de participants. Quelle part ça doit avoir dans la science? Est-ce que c'est complémentaire à la science, on va dire, un peu plus académique? Est-ce que c'est concurrent? Je sais que c'est une question qui divise beaucoup, et donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ces choses-là. Ok, en effet, c'est une question difficile, presque politique. Moi, j'entends sciences citoyennes, j'entends éducation civique. Je crois qu'on il faut réfléchir en chercheur quand on aborde ça. On prend moins de risques, à mon avis. L'objectif, c'est d'obtenir des données pour atteindre un objectif, là, pour le cas du CLAM, de préservation du monde marin. Seul dans son coin, on n'obtient pas grand-chose. On peut obtenir des professionnels des données sur les animaux qui sont importés. Je parle d'animaux reproduits en captivité, enfin pas en captivité, mais en tout cas reproduits en mer. Donc il y en a quand même un certain nombre maintenant. Donc qui seraient reproduits en milieu naturel et qui seraient importés. Donc ça, on peut trouver de l'information, le nombre d'espèces, combien il y en a, etc. Les pertes, enfin, on peut avoir de l'information précise, mais on ne sait rien. Et ce serait impossible pour un chercheur de faire la démarche perso, d'aller voir dans chaque aquarium, chaque aquariophile, quelles sont les espèces sauvages, donc, qu'il a mis dans son aquarium ou qu'il a acheté ou qu'il a récupéré d'un copain, et qu'il a été capable, lui, à son tour, de reproduire. C'est un travail qui est à l'échelle du chercheur, qui est quasiment impossible. C'est un travail de fourmi, et puis pour trouver les gens, enfin, ça demanderait un coût qui est infini. C'est vrai qu'il faut faire confiance aux citoyens, entre guillemets, qui participent. Il faut lui faire confiance, mais il a des outils, il n'est pas forcément novice, il est peut-être très expert, même autant que le scientifique qui cherche. Moi-même, je suis pas expert en coraux, ma formation, elle est pas là. Je suis incapable d'identifier deux espèces d'un même acropora à partir du squelette. J'en suis clairement incapable, mais il existe des scientifiques dont c'est la spécialité. En coordonnant ce travail, on réunit de l'information, après on le transmet à un scientifique pur et dur qui sait faire ce travail d'identification, et puis là, la collectivité profite de la réponse, de la synthèse. Donc c'est pour moi indispensable. Cette action citoyenne, elle est surtout pas en opposition, elle a ses limites certainement, mais elle est complètement... elle a son intérêt en elle-même, quoi. C'est même... Oui, complémentaire, mais elle a son identité. Donc en fait, quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre ces deux sciences et que la science citoyenne, elle remplirait un créneau, j'allais dire, qui est incapable de, justement, comme vous dites, le chercheur tout seul qui peut pas faire ces recherches-là. Donc la science citoyenne, elle serait là sur cet objectif-là d'avoir une force motrice, enfin d'apport de données qu'on serait incapable de trouver autrement quelque part, non? Incapable, c'est toujours un peu trop tranchant, mais enfin, quand on fait de la science, on essaye toujours de pas en dire trop pour pas se faire taper sur le doigt. Enfin, je veux dire de pas trop trancher. Il faut toujours avoir sa part on essaye d'être dans l'humilité, de trouver la voie la moins risquée ou la plus juste surtout. Chaque travail de recherche a ses limites. Il s'agit d'en tenir compte pour faire la synthèse et sans dire des choses qu'on ignore.
Non, c'est complémentaire, oui certainement. Disons qu'on n'obtient pas les mêmes types de données. D'un côté, on va avoir des choses qui seront plus précises, le chercheur qui s'attache précisément à un point. Donc il va y avoir un recueil de données qui sera probablement moins quantitatif, peut-être plus qualitatif. Là, on travaille sur le plus quantitatif, peut-être moins qualitatif. Bon, on n'en est pas à chercher. Disons que, comme on l'a vu d'ailleurs ce matin, la participation entre guillemets citoyenne, ou en tout cas la participation du plus grand nombre et entre guillemets du profane, elle permet une diversité des résultats qu'on ne pourrait pas avoir si on est dans son laboratoire, et même si on cherche beaucoup et longtemps. Donc oui, une complémentarité au minimum. Pour conclure un peu, est-ce que vous pourriez aussi nous parler donc de la deuxième casquette, donc c'est le projet Peau Bleue, si j'ai bien compris. Voilà, donc je vous laisse. Donc la deuxième casquette, c'est l'association Peau Bleue. Donc là, c'est une association qui a de multiples activités, dont une à laquelle je participe plus activement que les autres. Pour faire court, on peut le reprendre peut-être sur le comment vous l'avez appelé, observons. Voilà, bon, c'est le livret projet recueilli par Tela Botanica. Donc dans ce livret, on peut en trouver quelques-unes. Donc il y a à la fois intervention sur des poissons, c'est ce qui s'appelle Fishwatch, où on va faire l'inventaire des poissons observés en mer Rouge et voir un peu les évolutions qu'il y a dessus. Il y a le même travail qui est fait sur les dauphins, donc c'est un deuxième projet. L'association Peau Bleue a donc ce deuxième projet. Et puis il y en a deux autres, dont un qui m'intéresse particulièrement, puisque c'est près de chez nous et ça a une vocation locale. Donc c'est le projet Hippoto. Donc là, c'est en fait le suivi des hippocampes de l'étang de Thau, de la lagune qui est tout près de chez nous, là, du côté de Sète. Donc le travail de ce projet Hippoto, c'est de plonger. Donc ça restreint quand même le nombre de personnes qui sont susceptibles de pouvoir participer à cette activité, mais on plonge dans la lagune de Thau à la recherche des hippocampes. Après, il y a une méthodologie bien sûr qui est utilisée, et l'idée c'est de savoir où est-ce qu'ils vivent, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne sait presque rien sur les hippocampes de France. Où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils se déplacent, dans l'année où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'ils sont fragiles. Voilà, donc on essaie de répondre à une multitude de questions de ce type-là. Voir est-ce qu'ils sont endémiques de l'étang de Thau, est-ce que l'espèce qu'on trouve aujourd'hui dans l'étang, c'est la même que celle qu'on trouve un peu plus loin en Méditerranée. Avec le temps et la proximité de lieux, est-ce qu'il n'y a pas des différences génétiques qui seraient significatives entre des populations différentes? Bon, enfin, donc c'est assez à la fois pointu et à la fois très général. On essaie d'en savoir plus sur les hippocampes, quoi.